Bonjour, bonjour, chers fidèles spectateurs abonnés de Nalliance TV. Voilà, donc nous vous avons pas oublié, hein, donc j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 12 juillet 2025. Donc aujourd'hui, nous avons suivi cette interview avec monsieur Thierry Mariani. Donc je vais vous laisser un peu écouter l'analyse qu'il fait par rapport à les deux guerres, hein, donc l'Ukraine, Russie et la RDC et le Rwanda par rapport à les accords signés depuis le 27 juin 2025 à Washington. Donc je vais vous laisser suivre et puis nous allons faire l'analyse à la fin. Donc il faut que nous restions vraiment vigilants parce que sur le terrain, c'est tout autre chose qui se passe. Donc l'accord risque de devenir, je vais dire, non avenu. Hein. Donc parce que nous voyons, c'est déjà signé, oui, mais jusque-là, donc il n'y a rien qui bouge. Hein. Donc bientôt, nous allons entamer le un mois total. Donc le 25, le 27 ici, nous allons totaliser un mois. Mais jusque-là, nous voyons, il n'y a rien de concret. Alors, on va voir un peu ce que lui nous dit, étant européen et surtout député européen aussi depuis 2019. Donc, on va le suivre. C'est parti. Au plus tôt. On est tous d'accord là-dessus. Il faut que cette guerre finisse au plus tôt parce que depuis bientôt 3 ans maintenant, eh bien, des hommes meurent, des territoires sont ravagés. Et ce qui est certain, c'est que cette guerre a que trop duré. Alors il faut effectivement négocier la paix. Est-ce que c'est facile? Non, bien sûr. On a vu que M. Trump s'y est cassé les dents. Pour le moment, il n'y a pas de résultat. Et aujourd'hui, en réalité, on a une double attitude. On a les États-Unis qui essayent, peut-être maladroitement, mais qui essayent sincèrement de trouver un chemin vers la paix. Et on a l'Union européenne qui explique à M. Zelensky qu'on est derrière, qu'on va tout financer, qu'on va réarmer, qu'on va continuer. Et soyons clairs, je n'ai pas du tout l'impression que l'Union européenne de Mme van der Leyen veuille la paix. S'ils sont prêts, l'Union européenne est prête à se battre. Prête à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et ça prendra encore combien de temps? Parce que je ne sais pas, mais chaque jour perdu, c'est trop. Vous savez, quand je disais on est prêt à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, parce que je trouve que l'attitude des Européens est lâche. Lâche. Pourquoi? On explique que cette guerre est essentielle, que cette guerre, c'est l'avenir de l'Europe qui est en jeu, que c'est l'avenir de la démocratie. Mais si c'est vrai, si on le croyait vraiment, alors il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille, pas en envoyant quelques milliards d'euros. Il faut qu'on y aille en envoyant des soldats. Or, en réalité, l'Union européenne mène une guerre, j'ai envie de dire, par procuration. Je le disais, jusqu'au dernier Ukrainien. Par procuration, ça veut dire qu'on envoie des munitions sans envoyer des hommes, des troupes ou quoi? C'est ce c'est ce que vivent les Ukrainiens depuis maintenant le début de cette guerre. C'est-à-dire qu'ils ont des encouragements. Voilà, on met un peu la pause, on essaie un peu d'analyser rapidement. Vous voyez, l'histoire ici, ça se répète. Donc si ça se répète déjà dans le pays européen, notre gouvernement congolais doit faire attention. J'espère vraiment de tout cœur qu'il y a des préparations au niveau de notre armée. Surtout que l'armée est déjà fragilisée avec des tentations des coups d'État, des empoisonnements, des assassinats. Mais que Dieu vienne vraiment en aide de notre pays, surtout notre armée. Mais sachez-le bien que les FARDC et les Ouazalendo, nous sommes derrière vous, nous vous soutenons. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Réveillez-vous, les fils dignes du pays, donc des pères et des mères. Réveillez-vous, c'est votre patrie. Vous allez les laisser à nous, vos enfants, et nous allons les laisser à vos petits-enfants qui sont nos enfants. Donc il faut savoir que donc, la patrie ou la mort. Regardez vous-même ici, Mariani dit très clairement et que l'erreur, la lâcheté de l'Europe, c'est de faire la guerre par procuration. C'est-à-dire, ils se sont mis sur la table pour faire les accords, mais Poutine n'a pas voulu respecter ni les cessez-le-feu ni quoi que ce soit. Du coup, donc, il continue à taper l'épaule des Ukrainiens, il dit que nous sommes avec vous, il faut aller, ils mettent de l'argent, ils donnent des armes, ils donnent tout, mais ils n'envoient pas les troupes sur place pour faire quoi que ce soit. Ceci veut dire quoi? Donc, notre ennemi, le Rwanda et ses supplétifs en fait d'autres pays qui soutiennent parce qu'il y a beaucoup, il y a l'Ouganda, il y a beaucoup de pays qui sont derrière cette guerre des Grands Lacs. Donc, eux aussi, ils sont là, en réalité,
Donc, ils voient ce qui se passe en Europe. Pour eux, ils savent que non, les Américains ne vont pas descendre ou envoyer des militaires sur place pour aller combattre. Bon, comme quoi que, on sait qu'avec l'Amérique, c'est tout autre chose parce que l'Amérique a beaucoup plus aussi d'autres unités un peu, je vais dire, indépendants, qu'on appelle entre autres des mercenaires, qu'on engage, mais qui travaillent en parallèle avec Pentagone et les autres unités des États-Unis. Donc peut-être pour nous, ça peut être autre chose, on espère, mais il ne faut pas toujours mettre l'espoir sur donc je disais, il ne faut pas toujours mettre l'espoir sur les armées étrangères. Donc il faut nous préparer, nous, à être forts, à avoir des armes sophistiquées, à acheter tout ce qu'il faut pour vraiment faire une meilleure guerre, quoi. Donc bouter dehors tout ce qui se passe. Dès qu'ils n'ont pas notre force de frappe, donc ils n'auront pas la paix. Ils vont dire seulement, bah, ils se cachent derrière les Américains, tout ça là. Un jour, Trump va partir, ça va changer. Tout. Vous voyez, ils vont faire comme s'ils partaient dans le maquis et puis ils vont revenir. Donc il faut vraiment qu'ils sentent la frappe comme à l'époque de Mobutu là. Ouais. Donc frapper vraiment là où ça fait mal et c'est fini. Et vous allez aussi écouter ici, il parle bien des zones dans les régions des Grands Lacs où il y a quasi totalement vide, où la présence de l'autorité congolaise n'existe même pas. Mais s'il vous plaît, pourquoi la majorité sont toujours confinés à Kinshasa? L'armée, c'est quoi? Je suis désolé, nous voyons ici en Europe partout, pour voir un militaire sur la route comme c'est difficile, mais ils sont beaucoup essayés qui font même des dégâts. Il y a maintenant des criminels qui font des bêtises, des militaires criminels, des déserteurs. Mais prenez tous ces gens-là, encadrez-les, envoyez-les dans des coins comme ça. Construisez des trucs, des camps seulement. Construisez des camps, mettez des gens. Vous, c'est pour, si je ne sais pas moi, une unité de 40e région que vous pouvez mettre, baptiser et les installer. Au moins chaque coin qu'on puisse avoir l'armée congolaise. Je vous laisse d'abord suivre son analyse. Et on ne s'engage pas. Et je dois dire, pour être tout à fait honnête, heureusement, parce que l'Union européenne entraînerait le continent dans une guerre totale. Voilà, je dis depuis le début que cette guerre, on aurait pu l'arrêter rapidement si l'OTAN avait une attitude moins agressive. Voilà, chaque pays a droit à sa sécurité. Vous vous souvenez de 1962 ? 1962, on est au bord de la guerre mondiale parce que Kennedy dit aux Russes, à l'Union soviétique, vous n'avez pas le droit d'installer des missiles me menaçant à Cuba qui peuvent bombarder la Floride. Les Russes ont droit à la même sécurité. Et donc en réalité, moi je me souviens des propos du pape François qui disait il ne faut pas, qui dénonçait les aboiements de l'OTAN à la porte de la Russie. Donc oui, cette guerre a été déclenchée par la Russie, c'est évident. Mais la question c'est qui l'a provoquée ? Qui l'a provoqué, et je pense qu'à agrandir l'OTAN sans cesse, on arrive dans cette situation. Alors quelle est aujourd'hui la solution ? Il faut que les Européens veulent vraiment aussi la paix. Voilà. Et les Européens veulent aussi la paix, mais les États-Unis s'impliquent déjà. Je sais que je vois les relations qui existent entre Vladimir Poutine et le président Donald Trump. Ce sont des bonnes relations entre guillemets, même si ces derniers temps Trump était un peu déçu. Il est un peu déçu des positions prises par Vladimir Poutine. Mais moi je voudrais savoir, parce que Trump a approché Volodymyr Zelensky. Ils ont même signé un accord sur les terres rares. Où en est-on aujourd'hui? Parce que c'est là, il en va pour la paix dans cette partie du monde. Ben écoutez, vous avez raison d'aborder cette question parce que je pense qu'au Congo, on devrait la méditer. Pourquoi ? Il y a eu un accord, vous vous souvenez, pendant des mois, les États-Unis ont dit il faut que M. Zelensky signe un accord sur les terres rares et ce sera le premier chemin vers la paix. Ça fait maintenant bientôt 3 mois que cet accord a été signé et il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Et
je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Rien n'est changé parce que la Russie ne veut pas, à sa façon de voir les choses, n'est pas dans la droite pour le retour de la paix. On a deux positions aujourd'hui qui sont totalement inconciliables. On a d'un côté la Russie qui dit moi je veux continuer la guerre et annexer un certain nombre de territoires qu'il cite, et de notre côté on a M. Zelensky qui dit moi je veux revenir aux frontières au moment de l'indépendance. On sait très bien que ces deux positions sont irréalistes et irréconciliables. Voilà. Je prends qu'un exemple, la Crimée pour les Russes c'est quelque chose qui est absolument pas négociable. Voilà. Et donc il y a un moment où il faudra que chacun fasse des concessions, mais pour que chacun fasse des concessions, il faut aussi que chacun pousse à la discussion. Or ce que je regrette en tant qu'Européen, c'est qu'il y a des endroits, on va en parler tout à l'heure, dans votre pays, dans la région des Grands Lacs, où on devrait être présent. Et puis il y a des endroits au contraire où au lieu de pousser à la paix, eh bien on pousse, j'allais dire, à la continuation de la guerre. Voilà, vous savez, j'ai des amis des deux côtés, j'ai présidé France-Ukraine à l'Assemblée nationale, l'amitié parlementaire, et comme chacun le sait, j'ai beaucoup de mes proches qui sont en Russie aussi, voilà. Donc pour moi c'est une sorte de guerre civile, et aujourd'hui tous ceux qui mettent, j'allais dire, du fuel pour que la guerre continue, sont irresponsables, voilà, et je pense que l'Europe et Madame van der Leyen devraient tout faire pour l'arrêter et non pas voter sans cesse des sanctions qui n'ont aucun effet sur la Russie et qui en plus affaiblissent l'Europe. Thierry Mariani, vous êtes député européen depuis 2019, vous l'avez dit, je sais que en tant qu'homme politique français, en tant qu'homme politique européen, vous suivez l'actualité à travers le monde. La République démocratique du Congo a signé un accord avec le Rwanda, n'est-ce pas, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Vous, en tant qu'Européen, sous quel regard, sous quel prisme vous voyez cet accord? Quand on signe un accord, c'est toujours positif. Voilà, c'est toujours positif, mais à condition qu'il soit appliqué. Premièrement, vous avez signé un accord. Je pense que la pression et la politique qu'a menée votre gouvernement ces derniers mois, avant cette signature, a été bénéfique. Pourquoi ? Vous avez vu qu'enfin, clairement, le Rwanda a été condamné, l'agresseur a été désigné, le responsable est montré, c'est désormais M. Kagame. Une résolution à l'ONU, une résolution au Parlement européen, et donc M. Kagame, qui se présente toujours en dirigeant respectable et honorable aujourd'hui, est montré pour ce qu'il est, un agresseur qui fait couler le sang dans le pays voisin. Et je pense que c'est aussi pour ça que désormais cet accord a pu être signé, parce que M. Kagame a besoin de retrouver un peu de respectabilité. C'est une bonne chose, je le disais, pour le Congo, et a donc un succès pour votre diplomatie d'être arrivé à faire en sorte qu'avec les États-Unis, M. Kagame soit à la table des négociations. Après, il faut toujours se méfier. Un accord signé, c'est bien. Un accord appliqué, c'est mieux. Je suis optimiste. Mais je sais aussi qu'en face, le chef d'État du pays voisin, que je citais tout à l'heure, n'a pas toujours respecté sa parole. Vous parlez de Kagame, justement. Bien sûr, je parle de Kagame, n'a pas toujours respecté sa parole. Alors la question que je me pose, il a signé cet accord. Est-ce que c'était sincère ? Est-ce qu'il veut la paix? Mais il y a des garanties, et la grande garantie, c'est vous, la communauté internationale, ce sont les États-Unis qui ont facilité justement la signature de cet accord. Et s'il arrivait que Kagame, comme vous le dites, n'arrivait pas à respecter ses engagements par rapport à cet accord, qu'est-ce qui va devenir? C'est la question que vous posez qui est tout à fait pertinente. Voilà, vous savez, les garanties, elles valent à condition qu'on soit sûr qu'elles soient respectées. Soyons clairs, est-ce que si cet accord n'était pas respecté, les États-Unis vont envoyer des troupes ici? Je ne pense pas. Et donc en réalité, la meilleure garantie... Mais ils peuvent mettre la pression sur Kagame. Oui, mais regardez, il y a la pression sur la Russie depuis des années aussi. Hein. Voilà. La meilleure garantie, à mon avis, c'est effectivement que tout le monde continue cette pression, pas que les États-Unis. L'Europe, à l'ONU. À l'ONU, d'ailleurs, je tiens à le signaler, votre pays a quand même, grâce à son président, eu un succès énorme. Vous êtes désormais la RDC, pays membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire au même niveau dans le Conseil de sécurité avec la Russie, la Chine, la France, etc., pour 2 ans. Et en plus, vous avez été élu vice-président de l'Assemblée plénière. À ma connaissance, ça ne s'est jamais arrivé en même temps pour votre pays. Ça a pris beaucoup de... ça montre que vous avez désormais de plus en plus d'écho. Alors, oui, cet accord est une bonne chose. Oui, c'est un succès. Mais tout accord mérite d'être appliqué et il faut être vigilant. Quelles sont la meilleure garantie, je vais vous dire. La meilleure
meilleure garantie, c'est le peuple congolais. Il ne faut jamais toujours, quel que soit le pays, il ne faut pas toujours compter sur un allié lointain. La meilleure garantie, c'est quand on est fort chez soi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment plus que jamais où le Congo, qui a une partie de son territoire occupée, où la population se trouve agressée, de se rassembler pour faire respecter cet accord. Voilà. Je constate qu'il y a des discussions pour une union nationale. C'est le moment de la faire. Quand la France était attaquée pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, toutes les forces se sont unies. Vous êtes dans la même situation. Donc pour l'intérêt du pays, on doit faire bloc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. C'est ce que vous voulez dire? Il n'y a qu'un seul sujet qui aujourd'hui, à mon avis, doit primer au Congo. C'est retrouver l'unité nationale, retrouver l'intégrité de la souveraineté, retrouver, j'allais dire, la paix. Et pour ça, toutes les forces politiques ont besoin de se rassembler sans arrière-pensée et sans servir à notre État. D'un côté, l'accord de paix de Washington, qui a été signé au niveau des États, donc République démocratique du Congo et le Rwanda, et de l'autre, c'est Doha, au Qatar, où le représentant du mouvement M23 AFC, ainsi que ceux du gouvernement de la République, se retrouvent pour essayer d'arrondir les angles. Vous pensez que ces deux démarches sont complémentaires? Oui, elles sont complémentaires parce qu'elles sont menées de concert. Voilà. Et d'ailleurs, le président Trump l'a dit, il regarde aussi ce qui se passe à Doha. Donc, ces deux négociations sont importantes, mais ces deux négociations, notamment celle sur le M23, doivent aboutir rapidement. Voilà. On ne peut pas s'enliser dans des négociations qui dureront des mois. Que le Rwanda retire ses troupes, c'est quelque chose qu'il peut faire très rapidement. Qu'un mouvement qui a commis des actes terroristes sur le territoire arrête ses exactions, soit désarmé et qu'on retrouve un chemin, j'allais dire, de concorde, c'est pas évident. Je pense que peut-être les négociations au Qatar sont tout aussi, même peut-être plus difficiles que les négociations à Washington. Mais je le répète, moi je suis toujours prudent. Mais je trouve que par rapport à... Ici, quand j'étais là il y a 9 mois, depuis j'étais revenu entre-temps, mais la situation a progressé dans le bon sens et qu'enfin, il y a un début d'accord qui devra être confirmé, qui devra être appliqué. Mais vous savez, un accord, c'est un peu comme dans le mariage. Hein. Pour qu'il soit respecté, il faut que les deux le veuillent. Et moi, pardonnez-moi, j'espère me tromper, ça m'est arrivé souvent, je vous rassure, mais je me méfierai de la volonté de M. Kagame. Est-ce qu'il a vraiment signé un accord ? Ou est-ce qu'il a simplement cherché à gagner du temps pour reprendre un peu son souffle alors qu'il était condamné par la communauté internationale? Thierry Mariani, je voudrais avoir votre commentaire en tant que citoyen du monde, parce que nous suivons de près ce qui se passe à Doha. Nous apprenons que le groupe AFC M23 voudrait, dans les conditions, gérer pendant 8 ans une gestion exclusive la partie est du pays pour accéder justement à cette paix tant recherchée par les deux parties. Est-ce que vous trouvez ça raisonnable? C'est au chef de l'État et au gouvernement congolais de répondre, mais si j'étais congolais, je ne trouverais pas ça raisonnable. Ça veut dire en clair, imaginez que, je ne sais pas, à la fin de la guerre en 1945, l'Allemagne a dit je veux garder encore 8 ans de l'Alsace-Lorraine. 8, pourquoi pas 10, pourquoi pas 15, pourquoi pas 30? Non, c'est bien sûr, à mon avis, une proposition qui n'est pas acceptable, mais c'est aux Congolais de le décider. Le programme doit être simple, c'est retrouver l'union et la souveraineté sur tout le territoire rapidement, le plus rapidement. Et cette proposition, je l'avais entendue aussi, ce n'est pas une nouvelle proposition, il l'avait déjà formulée il y a plusieurs semaines. Mais c'est en réalité, chacun le sait, inadmissible. Voilà, inadmissible. Est-ce qu'un État souverain comme le vôtre peut accepter qu'une partie de son territoire soit occupée par un mouvement sécessionniste, terroriste, soutenu par l'étranger, en disant on veut rester là pendant 8 ans? Voilà, je répète, la seule réponse, ce sera la volonté du peuple congolais et l'action de votre gouvernement. Un commentaire sur les deals en vue entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, les deals sur les ressources minières. Vous savez, moi je vais bientôt avoir 67 ans. Je suis un peu choqué quand on parle, voilà, la politique c'est pas faire des deals. Voilà. Monsieur Trump raisonne comme un chef d'entreprise, c'est tout à fait respectable. Mais la politique c'est vouloir faire... Là vous parlez comme Européen.
Non, mais je parle comme un être humain et un politicien, à mon avis, de tous les pays. La politique, c'est vouloir faire le bien, la sécurité et développer son pays. C'est ça. Et c'est pas faire en sorte que des sociétés gagnent plus d'argent qu'avant. Voilà. Le vrai deal, ce serait de faire en sorte que tous les Congolais puissent avoir une situation qui s'améliore et pas simplement deux sociétés. Donc, mais c'est un deal qui se veut gagnant-gagnant. Hein. Oui. Chacun va tirer profit. Je l'espère. Mais je vous dis... vous allez me trouver très critique. Pour moi, les Américains recherchent toujours leur intérêt. Voilà. Et puis vous me permettrez, sans vouloir être cruel, même qu'il n'y ait pas de malentendu, je le répète, la démarche des États-Unis en ce moment est très bénéfique. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques heures quand M. Trump reçoit 4 ou 5 chefs d'État africains. Cette remarque grotesque où il explique au président du Libéria, vous parlez pas mal anglais, ou est-ce que vous l'avez appris, en se souvenant même pas de l'histoire de ce pays, et surtout en ne se souvenant même pas que c'est les États-Unis quasiment qui, par l'intermédiaire d'une société, ont créé, si ma mémoire est bonne, en 1847, cet État indépendant. Voilà. Et donc, moi je crois qu'il y a un grand absent dans toute cette histoire, c'est l'Europe. On a eu des pages difficiles. Et vous êtes à plaindre justement parce que vous êtes bien sûr. Loin de là où c'est décidé. Bien sûr. Non, mais c'est une gifle pour l'Europe, mais c'est une gifle qu'elle s'inflige elle-même. Elle est en train de sortir de l'histoire. Africains, Européens, on a une histoire compliquée. On a une histoire où il y a des pages sombres comme la colonisation, comme l'esclavage. Voilà. J'oublie rien. Mais aujourd'hui, on est en 2025 et la question, c'est qu'on a quand même, j'allais dire, une meilleure connaissance l'un de l'autre. Et je pense que l'Europe était beaucoup plus appropriée à intervenir dans cette négociation, comme d'ailleurs les États africains. Voilà. Or aujourd'hui, faire un deal, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est faire la paix, renforcer le niveau de la population. Être politicien, c'est pas faire des deals. Voilà. Si j'avais voulu faire des deals, excusez-moi, j'aurais été broker dans une banque, négociateur dans une société. Et quand on réduit la politique à faire des deals, ça m'inquiète. Et à la place, qu'est-ce que vous aurez souhaité? Le bien public, c'est pas faire du business uniquement. Le bien public, c'est faire du business, tenir compte des plus pauvres comme des plus riches, tenir compte de l'amélioration des services publics dans un État. Voilà, les États-Unis ne sont pas dans la même situation que... Voilà, mais c'est peut-être que je suis désormais, j'allais dire, un vieux gâteux dépassé, mais j'espère que la politique, c'est pas devenu uniquement une affaire de deal, parce qu'autrement, j'ai loupé ma vocation. Voilà. Mais, je répète, si cette voie, pour le moment, amène dans le bon sens, tant mieux. Mais ok pour faire des deals, mais faire des deals, ça commence par faire la paix,